quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde Il ici. s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir, T'es tombé en amour. en amour du trou noir effectivement de Kickstarter. Ah, tu veux mettre une écoute ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un dégueulis aussi. Vous écoutez On joue-tu? On joue-tu ou bien On joue! Saison 2, épisode 13, extension ou pas extension? Salut tout le monde, bienvenue à la 13e épisode de la deuxième saison de On joue-tu, le podcast des jeux de société. 13, d'habitude, c'est un chiffre malchanceux. Ça doit être pour ça que j'ai Benji avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu prépares ces fions que tu m'envoies ou est-ce que ça vient comme ça, naturellement? Je t'avoue que celui-là, il était totalement improvisé. C'est quand j'ai dit le chiffre 13, je me suis dit, il faut bien que j'en fasse une blague. Comment ça va, Benji, aujourd'hui? Écoute, ça va très bien, Matt. Je me réjouis d'être là ce soir. On aurait pu imaginer un thème horreur ou un thème frisson ou un thème danger pour l'épisode 13. Eh bien, pas du tout, hein. On est sur un truc totalement différent. Oui, et puis ben encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on fait ça, mais là c'est la deuxième fois qu'on est à distance, Oui. toi et moi. Oui. Parce qu'on s'est vu hier, et puis on s'est dit, bon, on va quand même pas se voir 2 soirs de suite. On a passé beaucoup de temps hier ensemble et du coup on s'est dit peut-être que ça suffisait pour la semaine. Est-ce que tu veux raconter notre soirée d'hier à notre audience? Oh là 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 là, j'en ai encore des étoiles plein les yeux et Ouais. des odeurs magnifiques dans le nez et des sons agréables aux oreilles. Hier soir, on a eu la chance et le plaisir d'être à nouveau chez l'ami Sébastien Pochon, qui nous a fait tester 2 protos. Et Ouais. puis, on a eu le plaisir de manger avec lui et sa compagne qui nous prépare à chaque fois des petits repas. Elle nous dit, ce soir c'est pique-nique, mais au final c'était un pique-nique de luxe, de très grande Avec du beurre fait maison. avec un beurre maison, avec... Mais bon, bref, on va peut-être pas vous parler de ça au niveau du podcast. On a surtout passé un bon moment ludique où donc Seb nous a fait tester un proto dont on a un peu le droit de parler et un proto dont on n'a Ouais. pas du tout le droit de parler. Et c'est dommage parce que celui dont on n'a pas du tout le droit de parler est très très bon, histoire de... Puis c'est celui-là que je pense qu'on aurait eu plus de choses à dire, parce que je pense qu'on a des opinions un peu tranchées là-dessus. Bon, les deux, je pense qu'on l'a bien aimé, mais c'est vrai j'ai sorti une comparaison hier qui a un peu choqué la table, mais on pourra pas en parler. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. On verra ça dans longtemps. A priori, on en reparlera dans longtemps, Ouais. mais le premier, en revanche, c'était une nouvelle mouture de Ispahan qu'il a envie de lancer. Ouais. Puis on vous en avait déjà parlé, je crois, ou lui-même en avait parlé quand il était venu nous voir. Et donc, il a repris Ispahan, qui est son tout premier jeu, qui avait été nominé au Spiel des Jahres, et puis qu'il avait déjà retravaillé une première fois sur Corinthe, un roll and write sur la même thématique que moi j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup joué en famille, et que là il retravaille à nouveau plutôt en jeu de plateau, et donc on a fait 2 parties. 2 parties sur lesquelles on a eu plutôt de bonnes sensations. Alors c'est ce qu'on se dit à chaque fois, on a l'impression d'être face à un jeu qui est quasiment déjà terminé. Sébastien il attend qu'on fasse des critiques constructives, mais nous on est là en train de dire bah écoute, en fait il est cool quoi, on a passé un bon moment, il est bien fait. Et donc Surtout qu'en fait, je pense que pour les deux, nous c'était notre première fois qu'on jouait même à Ispahan. Donc c'était peut-être aussi dur de faire cette comparaison entre l'ancienne version et la nouvelle, mais moi, tu sais, je me disais, mais je suis qui moi pour critiquer un jeu qui a été nominé au Spiel? Tu sais, ouais, non, ça marche pas trop ton jeu, Seb. c'est un peu nul. Ouais, moi j'avais jamais joué effectivement à Ispahan, donc beaucoup plus à Corinthe, donc je reconnaissais un peu les mécanismes, mais on a vraiment passé un bon moment. Alors pour ceux qui connaissent Ispahan, les grands principes restent, hein. La caravane a été un petit peu modifiée et devient un enjeu stratégique vraiment sympa. On a passé du bon moment à essayer de s'emmerder un petit peu les uns les autres sur la caravane. On est parti sur des stratégies assez différentes au début, donc c'était intéressant de voir comment on pouvait jouer de manière très différente ce jeu du coup. Et puis de mémoire, il est actuellement déjà un peu avancé dans le processus de l'édition. Donc bah voilà, on espère pouvoir voir ce Ispahan New Generation sur les étals dans nos boutiques dans quelques mois. Puis surtout avec peut-être bon, la thématique va rester à peu près la même, mais je veux dire, lui, il était vraiment pas content avec les illustrations. Donc je pense que peut-être d'avoir un nouveau relooking, ça va peut-être lui faire du bien. Ouais, une nouvelle direction artistique peut-être, ouais, effectivement. Alors, pour le premier segment, notre jeu de la semaine, je vais te laisser commencer, Benji, avec le tien, parce que tu m'en as parlé hier, tu m'as même demandé de te laisser pour ce jeu de la semaine. Ouais, je te remercie. Bah, c'était vous faire un retour sur le dilemme du roi.
On vous en a déjà parlé à l'une ou l'autre occasion en vous disant qu'on faisait cette campagne avec David et puis avec l'ami Hugo qui participe à beaucoup de nos soirées. Et puis la semaine dernière, on a enregistré notre podcast solo que vous avez maintenant eu la chance d'écouter après qu'il ait été repoussé à de très nombreuses reprises. Et juste après cet enregistrement... On a hésité, hein. Parce Jusqu'à que la le 1er dernière. avril, c'était presque trop beau pour vous le mettre. Enfin voilà, donc on espère que cet épisode vous a plu. Et puis juste après cet enregistrement, on est parti sur notre 4e session. C'est ça, hein, du dilemme de roi. On l'a fait. Oui, 4e. C'est ça, en 4 sessions. Et ben on l'a terminé. Et puis donc on avait envie de vous faire ce retour. Alors plus ou moins péniblement. Globalement, pour vous donner, je pense, moi mon impression globale, c'est une petite déception. C'est-à-dire que c'est pas une grosse déception, donc c'est pas non plus la catastrophe, loin de là. Moi, j'ai passé de très bons moments avec ce jeu au cours des 4 sessions qu'on a faites. En tout, donc on a fait une je sais plus, une quinzaine de parties, hein, je crois, 15 ou 17. Pour pouvoir finalement arriver à la fin. Et puis c'est vrai qu'à l'avant-dernière session qu'on a faite ensemble, on était un peu frustrés parce que aucun des arcs narratifs n'arrivait à son terme. Et on se disait mais bon sang, c'est pas possible, combien de temps ça va durer, sachant que la mécanique du jeu en elle-même, qui est une mécanique d'enchères, de paris, de bluff, elle ne change pas du tout au fur et à mesure du jeu, puisqu'on suit des arcs narratifs. Ce sont ces arcs qui changent en fonction de nos décisions, mais dans le fond la mécanique elle est toujours la même, et donc on avait un peu envie il y a une fois où on a eu un petit truc qui nous a tout surpris parce qu'il fallait, bon, on veut pas trop vous dire ce qui se passe, mais ça a vraiment changé, mais pour le reste on a resté toujours sur le même. Ouais. Et puis du coup on avait quand même envie que ces arcs narratifs finissent par arriver à terme. On avait l'impression de continuer à faire toujours un peu la même chose. Et puis donc la semaine dernière, quand on s'est relancé dans cette dernière session, et ben très rapidement en fait les arcs narratifs ont tous touché leur but, et donc partie après partie on les a un peu enchaînés et on a fini par arriver à quasi bout touchant. Et là on s'est regardé en se disant bon les gars, qu'est-ce qu'on fait, on attend la prochaine ou est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on finit là? Et puis moi j'étais le seul qui voulait arrêter. C'est ça. Hugo, David et moi on était assez ok, mais je pense même parce qu'on avait envie que ça s'arrête quand même, ce qui est quand même pas très bon signe quand on dit ça globalement. Et donc on a fini cette campagne. Pourquoi je suis un petit peu déçu, c'est que peut-être pour ce que je viens de vous dire en fait. Je trouve que la mécanique qui ne change pas sur 17 parties, du coup c'est un peu long. Une mécanique de bluff, c'est pas la mécanique que moi je préfère globalement. Je pense que la campagne a été gagnée par Hugo et c'est pas pour rien. Je pense que c'est le meilleur d'entre nous dans cette mécanique-là. Il est un petit peu manipulateur. Oui, c'est ça. Il est vraiment très très fort pour ça. Et puis c'était cool qu'il gagne. Bon alors faut bien sûr rien spoiler, mais globalement je trouve que les arcs narratifs sont à la fois trop nombreux et sont trop longs dans le temps pour que vraiment on ait l'impression de suivre une histoire. Et c'est tout ce qu'on s'est fait comme réflexion, je crois, Matt, tu me corriges si je me trompe, mais que en gros on n'avait pas bien saisi où est-ce qu'on allait, ni ce qui se passait, parce qu'à chaque fois qu'on reprenait, donc on jouait une fois par mois, une fois par 6 semaines, on se rappelait plus très bien les arcs narratifs précédents, et puis on se rappelait plus les noms des personnages, etc. Donc on avait l'impression de pas vraiment être justement sur du long terme, mais à chaque fois qu'il y avait une histoire, d'être sur du court terme, où on prenait des décisions comme ça, sans vraiment suivre le long terme. Et ça, je trouve que par rapport à d'autres campagnes narratives que j'ai pu faire, alors peut-être notamment par exemple Tainted Grail, dans Tainted Grail, je trouve qu'on suit vraiment l'histoire, on sait vraiment où on va, quand il y a des quêtes intermédiaires, on fait ces quêtes intermédiaires en sachant ce qu'on veut faire, et là, j'ai pas eu cette sensation dans le dilemme du roi, et alors en plus, la boîte m'appartient, donc quand je suis rentré, j'ai pris un grand moment de plaisir à retrier les cartes, à essayer de relire un peu les arcs narratifs, à essayer d'aller voir les autres enveloppes, celles qu'on n'avait pas ouvertes. Il y en a une bonne quantité qu'on n'a pas ouvertes, pour aller voir ce qui se serait passé, etc. Et puis là, pour le coup, en prenant le temps de lire tout ça, c'était sympa en fait. L'histoire est bien construite, elle est intéressante, elle est assez glauque, hein, mais elle est assez intéressante. Mais le problème, c'est que je trouve qu'elle est difficile à suivre, et du coup, j'ai ressenti un peu ce côté un peu frustrant de se dire bon voilà, c'est pas la campagne que j'ai préférée dans celle qu'on a faite. Et puis ce qu'on se disait hier, c'est que si tu me dis ce soir on se fait le dilemme de la reine, qui est censé sortir là à moyen terme, j'ai pas forcément envie de repartir dessus tout de suite. Ouais. Mais moi ce que je trouve intéressant, c'est que toi tu dis t'as de la peine à suivre, puis je pense que nous dans les 4,
c'est clairement moi qui est déjà de base a de la peine à suivre des histoires comme ça. Je suis un peu toujours la tête ailleurs. Mais j'ai l'impression que Hugo, lui, qui était comme à l'autre côté de la médaille de moi, ben j'avais l'impression que aussitôt qu'on racontait quelque chose, tu lisais quelque chose, tel personnage est revenu, puis lui, il réagissait vraiment comme il se souvenait de tout ça. Donc je pense que lui, entre nous quatre, c'est celui qui est le plus apprécié. Peut-être que je me trompe, mais je pense que lui, il était vraiment capable de se souvenir. Mais oui, tu te souviens, il y a 3 semaines, ça c'était arrivé. Moi, je me souvenais de rien, tu sais. Puis je pense qu'il faut aussi prendre ça en compte. Si vous hésitez à peut-être vous lancer dans le dilemme du roi, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment... Puis je me sens un peu mal de dire ça parce que j'ai pas détesté, mais je suis aussi déçu comme toi. Mais moi, je pense vraiment, si vous avez pas essayé le dilemme du roi, attendez le dilemme de la reine. Parce que j'ai vraiment ce ressentiment qu'ils ont été assez ambitieux avec ce jeu-là, et puis qu'ils vont corriger le tir sur quelques petits problèmes qu'on vient d'énumérer, et puis que du coup, il va être meilleur dans la suite. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, si j'avais à recommencer, je pense que c'est ce que je ferais. Je pense qu'ils vont trouver une façon de le rendre plus intéressant, parce que l'idée de base est cool. Cette idée, c'est vraiment comme Game of Thrones, mais sans la guerre. Cette idée que on va essayer de réagir politiquement à des situations, vraiment que sur du vote. Mais c'est vrai que après la deuxième soirée jeu qu'on a fait de ça, je commençais à un peu me lasser, et puis ça c'est jamais vraiment revenu en fait. Ouais. Et puis il y a peut-être un dernier point aussi que je voulais dire, c'est pour le coup sans vous spoiler la fin, je vous rassure, mais il y a un système à la fin qui fait que potentiellement vous pouvez être éliminé à la dernière manche et ne pas rentrer dans le compte final, ce qui t'est arrivé Matt. Et puis ça pour le coup, moi je trouve que c'est affreux. Alors je trouve que c'est déjà très dur dans un jeu de société de plateau classique, où après 1h30 de jeu, où t'as beaucoup bossé, le simple fait que tu aies fait ou pas fait telle ou telle action t'exclut du décompte. Il y en a pas beaucoup des jeux comme ça, mais par exemple il y a Gugong dont je vous ai parlé il y a 2 ou 3 épisodes. Dans Gugong, il y a une des actions qu'il faut faire. Si vous n'arrivez pas au terme de cette action, vous ne serez pas comptabilisé dans le décompte final. Je suis vraiment pas fan de ce truc-là parce que dans le fond, bah, ça te force à faire ce truc-là plus que tout le reste. Je vois pas l'intérêt. Et alors, dans une campagne de 17 parties, où on a passé, je pense en tout, une dizaine d'heures, peut-être même une douzaine ou une quinzaine d'heures, à jouer ce jeu, qu'à la toute fin, tu sois viré du décompte final, mais ça, je trouve que c'est horrible. Franchement, la sensation pour moi, elle est horrible. Moi, ça m'a fait faire un choix que je n'ai pas fait pour jouer, mais que j'ai fait pour ne pas être éliminé. Et puis, du coup, je trouve que ça a très peu d'intérêt. Et je trouve vraiment que ça donne une sensation... Franchement, j'étais frustré pour toi à la fin, parce que, tu vois, mine de rien, tu t'attaches un peu à ta maison, tu t'attaches à ton emblème, à ton blason, etc. Le simple fait qu'à la toute fin, bah, on parle pas de toi, je trouve que c'est vraiment très dur. Et ça, franchement, si vous avez du mal, comme moi, avec cette sensation-là, bah là, le dilemme du roi, il est pas recommandé, et j'espère que dans le dilemme de la reine, ils retireront cette façon de faire, et que malgré tout, il y aura, que tu sois Oni, ou que ta maison soit bannie, que tu sois nommé comme banni, il y a pas de souci, mais que tu disparaisses du décompte final, ça, je trouve ça terrible. Bon, en plus de ça, parce que toi tu dis que tu trouves ça terrible, moi ça m'a pas trop dérangé parce que j'avoue que rendu là j'étais un peu décroché du truc, mais je pense que ça va main dans la main aussi avec le fait que j'ai plus de peine à suivre. Je pense que si j'étais investi dans l'histoire, de savoir que tac, on te veut pas dans le décompte final, ça m'aurait peut-être choqué. Donc je pense que ça va un peu ensemble. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc voilà, le dilemme du roi, peut-être juste nommer quand même les gens qui l'ont fait, c'est chez Yellow Expert. La boîte est une très belle boîte. Moi j'aime beaucoup la direction artistique que je trouve vraiment très très jolie. Et puis je dis tout ça en attendant que je vous trouve bien sûr le truc. C'est Lorenzo da Silva et Almar Ar. Et les illustrateurs, bah justement, puisque je vous dis que les illustrations sont jolies, c'est Giulia Giglini et Giorgio Baroni. Donc voilà, le dilemme du roi chez Yellow Expert. Donc bon, je suis toujours embêté de donner un avis comme ça un peu mitigé, mais en même temps, voilà, c'est mon impression. Et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. C'est un joli succès, hein, le dilemme du roi. Il avait été nommé, je crois, au jeu de Cannes l'année dernière, à l'As d'Or. Ouais. Donc j'imagine qu'ils sont pas à plaindre, et tant mieux. Et si vous avez aimé, bah faites-nous partager votre expérience. Je suis assez curieux de savoir comment vous avez vécu cette expérience-là. Ouais. Ben, c'est drôle parce qu'en plus, il est quand même assez bien noté sur BGG. Il est 382e, donc 382e meilleur jeu overall. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même 60e dans les meilleurs jeux thématiques. Ça veut dire que pour ça, j'avoue que je le rejoins assez. C'est vraiment un jeu qui est thématique, mais qui a quand même des lacunes qui, si vous êtes comme nous, si vous vous rejoignez dans ce qu'on vient de dire, c'est peut-être
pas nécessairement le jeu pour vous. Mais tu vois, Voilà. j'avais pas fait gaffe à ce classement et c'est intéressant ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. C'est pas anodin qu'un jeu comme ça soit classé finalement relativement loin au niveau thématique, parce qu'au contraire, il devrait être très très haut au niveau thématique s'il était vraiment réussi, je pense. Ouais. Ouais, bon, 60, c'est quand même pas si mal. Non, c'est clair, et puis ça reste un jeu bien construit, hein. Je dis aussi parce que je suis sur la page Board Game Geek, il y a aussi ça que moi j'avais relevé lors de la première soirée qu'on avait fait, ça dit le jeu se joue mieux à 5. Donc ça, je pense que ça aurait peut-être aussi changé un peu la dynamique, mais ça aurait pas fait que le texte, au niveau de l'aspect narratif, ça aurait pas changé, mais je pense que ça aurait peut-être rendu certains votes un peu plus tendus. Peut-être, ouais. Ce qui aurait pu rebooster le truc. Donc Ouais. voilà. Moi, mon jeu de la semaine, c'est Cascadia. C'est un jeu que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai enfin pu le faire tester à ma femme. C'est un jeu que je savais pertinemment que ça rentrerait dans ses goûts, et puis j'avais pas tort. On est parti dans un hôtel ce week-end, et puis moi j'ai toujours un petit jeu avec moi, puis j'en ai profité pour prendre un jeu qu'elle connaissait pas, parce que je me suis dit, si elle a envie de jouer à un jeu, elle pourra pas me dire on joue à un jeu qu'elle connaît déjà, parce que j'avais que Cascadia avec moi. Donc Cascadia, qui est un jeu de Randy Flynn, c'est un jeu qui vient dans la même lignée que Calico, qui était aussi un jeu que beaucoup de gens ont parlé avec ce petit chat sur la couverture. Celui-là, je l'ai pas testé, mais Cascadia, c'est un jeu que j'avais découvert avec David à Cannes, justement. On avait fait une première partie ensemble. J'en ai refait une à deux, et puis je confirme que j'aime vraiment beaucoup ce jeu. C'est un jeu à placement de tuiles très ingénieux en fait, parce que c'est comme si on plaçait deux tuiles. T'as ton premier placement de tuiles qui est comme les cases d'habitat, donc tu as les forêts, les océans, les montagnes, les choses comme ça. Et le deuxième placement de tuiles, c'est l'animal que tu vas mettre dessus. Puis selon le petit design que tu fais, par exemple, les saumons, souvent, tu vas essayer de faire une lignée dans l'eau, donc un peu comme d'avoir un banc de saumon. Plus il est long, plus ça va te faire de points. Les renards, ils vont te donner plus de points s'ils ont plus de diversité autour d'eux. Donc ça veut dire qu'on regarde vraiment à faire des points de deux placements de tuiles différents, un par-dessus l'autre comme ça. Donc il y a comme deux couches. Je trouve ça super cool, et il y a aussi beaucoup de rejouabilité parce qu'on a tous les différents animaux, ils ont plusieurs cartes d'objectifs, donc dépendant des parties, ça va changer la façon qu'eux ils vont faire des points. La partie que j'avais fait avec David par exemple, c'est pas la même façon qu'ils ont scoré, les animaux ils ont scoré de différentes façons quand j'ai joué avec Nadia. Donc j'adore ce jeu, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, et puis je suis très heureux de te dire, Benji, que c'est les mêmes gens qui ont fait le jeu Verdant avec mes petites plantes que je vais recevoir bientôt. Donc c'est des gens qui savent comment faire des bons petits jeux Si simples vous voulez avec des que thématiques Mathieu sympathiques. achète vos jeux, messieurs, dames, il faut mettre des animaux ou des plantes. Ouais. Je répète que t'es genre une des seules personnes sur la planète Terre qui a pas encore essayé Everdell, puis je trouve ça fou. Mais maintenant qu'on a fini le dilemme du roi, on peut s'en faire une peut-être la prochaine fois qu'on se voit. Ouais, c'est clair. Comme ça, tu vas pouvoir dire, ouais, Oh là là, c'est un hockey game. Donc maintenant, on va passer à notre deuxième segment. Donc on s'est dit aujourd'hui, pis c'est un sujet qu'on s'est dit depuis longtemps, même la première saison on avait hésité à en parler, on voulait parler des extensions dans les jeux de société. Et on dit ça en sachant que on n'est pas des spécialistes d'extensions, vraiment pas. Je pense qu'on s'en est rendu compte les deux. Déjà dans notre préparation du top 5 et aussi dans notre préparation de la thématique, on s'est rendu compte que on n'est pas des grands spécialistes des extensions. T'es d'accord avec ça? Oui, alors je pense que moi je suis un grand spécialiste de l'achat des extensions, en revanche, parce que j'en ai un certain nombre, mais j'ai effectivement découvert en faisant mon top 5, et puis en me disant qu'il fallait quand même que dans mon top 5 apparaissent des extensions que j'avais jouées, accessoirement, bah là il y en a beaucoup moins. Et je pense que c'est le cœur de cette thématique que c'est pour ça qu'on avait envie d'en discuter, c'était justement le fait que tu te fasses avoir à acheter des extensions parce que t'as aimé le jeu, et puis en fait, comme t'achètes d'autres jeux en parallèle, et puis que quand tu sors un jeu de plateau avec quelqu'un qui le connaît pas, bah tu vas pas tout de suite sortir l'extension. Les extensions sont pas si simples que ça à sortir, et je pense qu'une bonne partie d'entre les nôtres restent très sages dans leur boîte, dépunchés, voire rangés dans la boîte principale quand c'est possible, mais pas joués. Ouais, mais c'est drôle en fait qu'on ait cette thématique-là aujourd'hui, parce que d'ailleurs on en a parlé hier avec Sébastien Pochon, parce que moi je lui ai posé la question, je me suis dit, en tant que créateur, est-ce que toi tu as déjà créé un jeu en sachant par exemple, ben ça, je vais le garder pour l'extension, tu sais, parce que maintenant c'est presque donné qu'un jeu à succès va avoir une extension, et puis ben, après c'est sûr que lui il va pas me dire oui je fais tout le temps ça, c'est une bonne façon de faire de l'argent, mais
J'avais vraiment l'impression que lui, il était pas très fan des extensions, puis que lui, c'était vraiment, il faut que le jeu puisse vivre, tu sais, de vraiment attendre, peut-être, il nous a donné l'exemple de Jamaica, qui a dit, ils ont pas fait d'extension avant 10 ans plus tard. Je pense que on est vraiment dans un autre mood maintenant, et puis ben nous on était très fiers de dire qu'on achetait pas beaucoup d'extensions, alors que les deux on avait dans la voiture Dune Imperium, l'avènement d'X, donc je pense que ça c'est un exemple parfait, tu vois, le jeu il est sorti l'année dernière, il a gagné j'allais dire le Spiel, mais non, bien sûr, il a gagné l'As d'or du jeu d'expert l'année dernière, cette année même, et puis on a déjà quand j'étais à Cannes, ils vendaient l'extension pour aller avec. Mais tu vois, donc on est vraiment la fenêtre comme ça, elle se rapetit beaucoup. Je pense quand même que pour qu'on puisse jouer une extension, ça vaut la peine de l'acheter pas trop tard après qu'on ait joué le jeu de base, parce que du coup, tu vois, typiquement Dune Imperium, je me suis dit je vais l'acheter parce que j'ai bien les règles de Dune Imperium en tête, que l'extension, c'est pas un jeu excessivement complexe, Dune Imperium, l'extension ne rajoute pas un niveau de complexité majeur, et donc je pense qu'il y a moyen de le sortir quand même assez rapidement avec l'extension. Et là, en ce moment, dans notre groupe de joueurs, on a tous joué à Dune Imperium au moins une fois, donc je pense que tu vois, typiquement, c'est ce qu'on s'est dit hier. La prochaine session de jeu qu'on fait sur Dune Imperium, on l'a fait direct avec l'extension pour pouvoir la tester. Oui. Donc je pense que j'ai quand même bon espoir, mais bon, je pense que j'ai dit ça pour toutes les extensions que j'ai achetées, hein. Mais je pense que j'ai quand même bon espoir que pour le coup, pour Dune Imperium, on le fasse. Et en plus, c'est une extension qui a quand même une excellente réputation parce qu'il y a des jeux qui sortent des bonnes extensions et puis des jeux qui sortent des extensions qui servent à rien. Ouais. Et ben Dune Imperium a quand même l'air de faire partie des premières avec une extension qui a du sens et qui est vraisemblablement est cool à jouer, quoi. J'en profite pour dire que on avait aussi reçu toi et moi notre magnifique boîte de luxe de Dune Imperium, donc qui est comme j'aime à le dire totalement inutile, donc totalement indispensable. Est-ce que tu as déjà commencé ou est-ce que tu as fini de ranger tes deux boîtes? Ah, mais moi, en dedans de 30 minutes de l'ouverture de la boîte dans laquelle j'ai reçu tous ces jeux-là, tout était rangé, hein. Alors j'ai deux regrets. Le premier, c'est que j'ai pas pris assez de sleeves, donc du coup j'ai pas assez de sleeves pour les cartes que j'ai achetées. Et le deuxième regret, c'est que dans l'extension il y a des dreadnoughts qui sont des espèces de véhicules que tu utilises pour l'armée, et ces dreadnoughts ne sont pas sous figurines. Et du coup, eux, ils restent sous la forme de petits meeples, ce que je trouve un peu dommage à côté des figurines, que par ailleurs, je trouve très très belles et vraiment sympa à jouer. Donc, pour le coup... Mais c'est dommage, ça. Mais après, en fait, je vais couper ça du podcast, mais je trouve ça fou que t'aies pas assez de sleeves. Ben, parce qu'en fait, j'en ai pas assez pour Rise of X. Mais ça, avoir su, j'en aurais acheté plus, tu vois. Eh ben non, mais c'est de ma faute. Je vois un pack. Ouais, mais non. Non, mais c'est dommage qu'ils disent pas qu'il faut autant de packs pour ça, je veux dire. le jeu. Ouais, bien sûr. Et puis là, je suis allé retourner sur leur boutique aujourd'hui, ils en ont plus en plus. Mais mais bon, j'imagine que ça va revenir. Non, pas de souci. Ben, si tu veux, je te donne les miennes, parce que moi, j'en ai acheté, mais je les ai pas encore mis sur le mien, donc je te donne les miennes, et puis moi, tant pis quoi, j'en mettrai pas. Mais toi, je croyais que t'aimais pas sliver. Ouais, je sais, mais je me suis dit, vu que toi t'en prends, j'en prends aussi une. Mais toi, vu que je suis pas convaincu, je peux te donner. Non, mais je te les rachète même, bien sûr, avec plaisir, hein, pour le coup. Ouais. Ça, on garde tout ça dans le podcast. Oui, bien sûr. Vous avez vu en direct une transaction rapide. Ben moi j'ai une question justement pour toi par rapport aux extensions. Est-ce que toi tu penses que ce qui est plus important pour une extension c'est de te faire redécouvrir le jeu ou c'est juste d'améliorer quelque chose? Tu vois, exemple j'ai des exemples en tête d'extensions qui pour moi je vais plus jamais jouer sans l'autre parce que c'est tout aussi simple de comprendre, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple qui est pas du tout dans mon top 5, mais si tu rajoutes la première extension de Wingspan, c'est simplement des cartes en plus puis une mini mécanique en plus. Donc ça, je me dis, je vois pas l'intérêt de dire pour une première partie à quelqu'un, il faut enlever les oiseaux d'Europe, tu vois, ça change rien. Ouais. Donc c'est quoi qui est plus important pour toi, que ça réinvente le jeu puis ça le complexifie, ou ça fait juste te donner plus de variété dans quelque chose que tu connais déjà? Alors, je pense que si c'est juste plus de variété, ça va en fait probablement pas m'exciter tant que ça. Moi, j'aime bien qu'une extension, elle apporte un renouveau quand même dans le jeu. Tu vois, quelque chose que, à force de jouer, tu avais soit perçu comme une faiblesse sur un bon jeu de départ, hein, mais tu vois, avec une petite faiblesse que les nombreuses parties ont finalement mise à jour, soit que finalement l'auteur propose un truc
qu'ils n'avaient pas pensé sur le jeu de base, et puis tout à coup qui transforme un peu le jeu de base finalement, ou qui lui donne un truc nouveau. Et puis ça m'embête parce que justement je vais avoir 2 exemples comme ça dans mon top 5, donc je veux pas le divulgacher, mais en l'occurrence voilà, il y a un certain nombre de jeux, je trouve, avec des extensions qui vraiment tu te dis putain, j'ai adoré le jeu de base, et là l'extension elle modifie mon expérience du jeu de base et elle apporte quelque chose qu'il n'y avait pas dans le jeu de base, mais le jeu reste encore bon, voire meilleur que le jeu de base. Et ça, je trouve ça vraiment très cool quand t'as cette sensation-là, beaucoup plus que si c'est de la diversité. Finalement, rajouter des cartes, le pire, c'est que probablement je l'ai fait, hein, j'ai acheté des extensions qui ajoutent juste de la diversité, mais dans le fond, la diversité pour la diversité, étant donné que ni toi ni moi n'allons faire 50 parties du jeu, quel est l'intérêt, quoi? Ouais. Quel est l'intérêt? Ouais. Mais c'est drôle parce que, en te posant cette question-là, moi j'ai dit c'est clair dans ma tête que je suis d'accord avec toi, mais en regardant mon top 5, en fait, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment des extensions faciles à intégrer qui, puis je pense que ça va aussi main dans la main, dans le sens, plus c'est facile à intégrer, plus je vais y jouer. Et puis, donc, forcément, plus je vais l'aimer. Mais c'est vrai que j'ai des extensions que je sais, puis je lis partout, qui sont incroyables, puis j'ai pas pu les tester justement parce qu'ils sont trop complexes. Je regardais sur internet en préparation pour cet épisode-ci, je me suis dit, comme j'ai fait la semaine dernière avec les jeux solo, je me suis dit je pourrais essayer de trouver un peu d'historique sur, en fait, c'est quand que ça allait commencer ce principe des extensions. Puis j'avoue que ça a été pas mal plus difficile à trouver. Il y a beaucoup de gens qui demandent un peu la question, quelle est la première extension qui est sortie? Puis c'est dur à trouver parce que souvent on nous parle des jeux de guerre, des vieux jeux de wargame qui rajoutaient des petites choses par après. Donc c'est dur de trouver vraiment c'est quelle la première extension. On a aussi, il y avait à l'époque beaucoup de jeux qui proposaient des genres de extensions, mais dans les magazines par exemple, ça te disait si vous voulez jouer de cette façon, vous pouvez rajouter ceci et ceci. Mais c'était pas vraiment des boîtes que t'achetais pour venir avec. Donc c'est vrai que ça, j'ai eu un peu de peine à trouver, mais j'ai trouvé plein de statistiques. Par exemple, on a Carcassonne qui, selon leur site officiel, a plus de 90 extensions, donc plus de 90 extensions. Puis après, on s'entend, ils veulent dire quoi par extension? C'est peut-être une tuile promotionnelle, des choses comme ça. Mais disons, même si c'est la moitié, imaginez avoir 50 extensions différentes de Carcassonne. Mais tu vois, je me disais peut-être, parce que comme toi, j'ai essayé de travailler cette thématique sérieusement. C'est pas parce que David n'est pas là qu'il faut pas travailler. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas plus d'extensions avec les gros jeux classiques du début des années 2000, parce qu'il y avait probablement moins de jeux qui sortaient, et donc il y avait quand même plus de terrain pour des gens qui d'une part connaissaient très bien le jeu de base, et d'autre part qui n'allaient pas forcément racheter une nouvelle nouveauté tout de suite, contrairement à nous, pauvres diables que nous sommes. Et donc effectivement, quand tu regardes Catan, Les Aventuriers du Rail, Carcassonne, Seven Wonders, etc., c'est des jeux sur lesquels t'as eu un gros succès dans un moment où il y avait pas tant de jeux, et avec finalement tellement de gens qui connaissaient le jeu de base que là tu pouvais sortir des extensions sans souci. Les gens allaient les acheter parce que ils avaient envie de redécouvrir le jeu qu'ils connaissaient un petit peu à la base. C'est peut-être plus difficile aujourd'hui de sortir autant d'extensions parce qu'il y a un tel turnover de jeux que finalement les gens, je suis pas certain qu'ils aient envie d'investir 3, 4, 5, 6 extensions dans le même jeu. Peut-être un contre-exemple à ce que je suis en train de dire que j'ai en tête, et je l'ai pas mis dans mon top 5, et après je te laisse répondre, c'est Sight. Sight, c'est un peu, tu vois, le dernier jeu que j'ai en tête où vraiment ils ont eu, donc ils ont fait 4 ou 5 extensions en tout, en comptant le réveil de Fenris. Et puis je pense pas qu'il y ait tant d'autres jeux que ça qui aujourd'hui en sortent autant. Il y a 5 extensions de Sight? Tu dois avoir Les Conquérants du Lointain, Stratège des Cieux, Le Réveil de Fenris, Le Plateau modulaire, et ensuite t'as des petites extensions avec des cartes rencontres supplémentaires, par exemple. Oui, t'as raison. Et puis t'as même eu des extensions juste cosmétiques, t'as eu ça je rêve de ce truc, mais bon, ça coûtait une fortune. C'était comment ça s'appelle? Les figurines, là, des robots, robots, les mechas, là. Des mechas, voilà, en métal. Que c'est beau, mais bon, c'était bien sûr, là, pour le coup, extrêmement cher. Et t'as eu la Big Box de Sight, etc. Enfin, Sight, je pense qu'ils ont, tu vois, 5, 6, peut-être même 7 extensions en tout, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'allais justement relancer que maintenant c'est vraiment, je dis l'élite, mais ça veut pas vraiment dire l'élite, mais c'est vraiment les jeux à grand succès qui vont avoir plus qu'une extension. Tu sais, on pourrait se dire même Dune Imperium, qui est un jeu à grand succès, est-ce qu'ils vont vraiment avoir une autre extension? Moi je pense que j'aurais tendance à croire que c'est fini pour eux en termes de longévité. Après peut-être que je me trompe, mais
si on regarde récemment des jeux comme Wingspan qui a fait un carton incroyable, ben eux ils ont eu 2 extensions, puis là eux je pense que c'est fini. Ouais, c'est pas sûr, hein. Tu sais, Tapestry aussi, il en a sorti au moins 2, et je me demande si il est pas sur une 3e. Pour le coup, Stone Meyer, sur des jeux qui fonctionnent, il réagit vite sur les extensions et il en sort assez facilement. Wingspan, c'est un tel succès. Que Wingspan, c'est pas lui, hein. Oui, mais c'est chez lui, c'est sa maison d'édition. C'est sa boîte d'édition, oui, bien sûr. Mais si la personne qui l'a créé, elle est pas inspirée, peut-être que c'est fini. Ah oui, non, ça c'est sûr, ouais. Mais je suis pas certain, moi, qu'on n'entende plus parler de Wingspan, hein. Ah bah, à mon grand désarroi, comme tu le sais. Moi, je serais ravi qu'on en entende plus parler. Je suis pas en train de dire qu'on va pas... Mais je me demande juste s'il y aura d'autres extensions. Parce que si je pense les jeux récemment qui ont eu plus d'une extension, ben, exemple, moi je suis à fond dans Everdell, qui en a déjà 3, qui en a 2 autres qui arrivent, tu sais, pour avoir 5 extensions pour un jeu, ça c'est vraiment, ça va être de plus en plus rare. Puis on pourrait parler évidemment de... je me sens malheureux de pas les avoir testés, mais toutes les extensions de Terraforming Mars, il y en a quand même pas mal. Oui. Tu vois, bon après... À quel point c'est récent, ça, on peut en discuter. Mais... Tu vois, pour Everdell, je me demande s'il y a aussi pas un petit effet Kickstarter. C'est-à-dire que Kickstarter, quand même, oui. Pour beaucoup de campagnes, le principe, c'est de dire, bah, on va débloquer une extension parce que c'est un stretch goal, en gros. Avec le risque que ces extensions soient loin d'être fameuses. On se retrouve tous avec 3 boîtes au lieu d'une, et puis sur les 3 boîtes, on va d'abord en jouer qu'une seule sur les 3, éventuellement 2, et puis en plus, la 3e, elle a été scénarisée en 6 mois, elle était pas du tout prévue au départ, et elle a aucun intérêt, elle est pas intéressante, quoi. Mais eux, je sais pas si je suis d'accord avec toi, parce que c'est quand même, ils ont fait déjà le jeu de base, il y avait 0 extension qui venait avec dans le Kickstarter, et puis après ils ont fait un nouveau Kickstarter que pour la première extension. La deuxième campagne, ils ont fait que pour les 2 prochaines. Donc, tu vois, ils font quand même progressivement. Je ne disais pas de mal d'Everdell, Mathieu. Je ne me permettrai pas. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais parce que ce que tu dis est très vrai. Je veux dire, maintenant, presque n'importe quel jeu que tu backs sur Kickstarter va avoir 12 extensions, tu sais. C'est ça. Je veux dire, c'est pas toi qui as backé The Witcher? Il y avait déjà 3 extensions qui venaient avec le jeu, alors qu'il est pas encore sorti. D'ailleurs, finalement, j'essaye maintenant un maximum quand je back, et je vous ferai remarquer que à ce jour, je n'ai toujours aucune campagne backée sur Kickstarter, mais j'essaye de ne pas prendre toutes les extensions tout de suite, parce qu'en fait, effectivement, d'une part, je pense que dans la grande majorité des cas, tu finis par les retrouver sur le marché de l'occasion. D'autre part, tu pars sur quelque chose. Tu n'as même pas testé le jeu de base, que t'es déjà en train d'imaginer que tu vas jouer une extension, tu sais même pas si le jeu de base est bon, et puis l'extension, elle est parfois un peu moins travaillée que ne l'est le jeu de base. Je fais pas une généralité de ça, hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de maisons d'édition qui, clairement, sont sérieuses sur les extensions qu'elles font, mais voilà, c'est devenu un peu l'ambiance Kickstarter où il faut absolument mettre une extension dans ton Kickstarter pour donner l'impression aux backers que tu vas avoir 2 ou 3 boîtes de plus, quoi. Un truc de quantité au lieu de la qualité. Je pense que vraiment, il faudrait que je trouve une façon de faire un petit jingle à chaque fois que tu dis que t'as pas encore backé un jeu sur Kickstarter, tu sais, un petit truc genre Benji, still no Kickstarter. Ça c'est bon, ça, j'accepte, ce serait un petit challenge pour moi en plus. Mais oui, pour voir combien de temps ça dure, tu vois. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de Stone Meyer Games. J'aurais bien voulu vous parler des extensions de Tapestry parce que pour le coup, j'ai acheté la première, je vais acheter la deuxième parce que elle me donne vraiment très envie. Et puis, je pense d'ailleurs que la première était assez inutile, alors que la deuxième, dans ce que j'en lis des critiques qu'il y a autour de moi, elle est vraiment intéressante et elle rajoute quelque chose. Et là encore, en réfléchissant à ce podcast, je me disais, en fait, je serais ravi que Stone Meyer se mette à faire une campagne pour Tapestry. Et je pense que la campagne, un peu comme dans Sight, c'est quand même un bon moyen d'utiliser les extensions et de forcer le joueur, entre guillemets, à utiliser des extensions en les mettant en place progressivement. C'est-à-dire que tu vas commencer avec le jeu de base, et puis sur la deuxième partie, tu vas intégrer un bout de l'extension, puis sur la troisième partie, un autre bout de l'extension, et puis etc., etc., comme ça, tu vas monter. Et puis je pense que ça peut vraiment être cool. Jamie Stone, comment il s'appelle déjà? Stegmaier, si tu nous écoutes, je serais ravi d'une campagne sur Tapestry. Je pense que vraiment ça pourrait être cool. Mais c'est encore un bon exemple, tu vois, d'une extension que j'ai achetée et que je n'ai pas encore joué. Donc toi, t'arrives à me dire les statistiques de combien d'extensions dans ta collection? Non, j'arrive pas, j'ai pas envie. Oui, je peux te le dire, j'en ai 31. Sur combien de jeux? Sur FNAF. Non mais il faut qu'on puisse comparer qui en a plus. Je passe sous un tunnel. Attends Mathieu, je t'entends plus. Non mais si ma liste est à jour sur 198. Ok, donc sur 198, t'as 31 extensions. Ce qui est pas tant que ça, au final. Non, ce qui est pas tant que ça. Puis en plus, tu me dis que sur les 31, il y en a combien que t'as pas joué, genre 20?
Mais le problème c'est ça, c'est que je pense sur les 31, il y en a, ouais c'est ça, facilement une vingtaine que j'ai pas encore joué. Ouais. Parce que moi, en fait, nos stats, ils se ressemblent pas mal. Parce que moi, j'ai 180 jeux, et puis j'ai 26 extensions. Puis sur ces 26, je pense qu'il y en a 6 que j'ai pas joué. Bah ouais, mais... Donc moi, je les ai peut-être plus joués, mais j'ai l'impression que les miennes sont plus faciles à intégrer, comme je te dis. Il y en a que... Toi, je peux te dire tout de suite. Exemple, Mysterium, j'avais acheté les deux extensions qui font juste au final rajouter des cartes. Donc ça, c'est super facile à intégrer. Mais donc ouais, c'est ça. Moi, j'en ai, mais je pense que c'est vrai que les deux, au final, on parle d'extensions, mais c'est pas notre gros kiff d'acheter plein d'extensions. Puis moi, je me souviens plus trop c'est avec qui qu'on avait parlé de ça. Je me demande si c'était pas justement avec Sébastien lors du podcast. Mais... je préfère me dire, je vais acheter 3 jeux différents plutôt qu'acheter un jeu puis investir dans 12 extensions qui vont avec, tu sais. Ouais, mais ça, j'ai souvent tendance à me dire ça aussi, et en même temps, le problème, c'est que quand t'as des jeux que t'aimes énormément, tu vois, je vais t'en citer 3, là, très rapidement, qui sont Tainted Grail, Trickerion et Anachronie. En fait, pour le coup, ces 3 jeux-là, Tainted Grail, je vais avoir l'extension qui va arriver, d'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, elle a dû arriver chez mon pote Olivier, donc, j'ai hâte de voir la petite photo du carton. Anachronie, je vais pas en dire beaucoup pour le moment, et Trickerion, je n'arrête pas de te dire que je n'ai qu'une envie, c'est de tester l'extension l'Académie de Dashguard. Ouais. Donc d'une certaine manière, c'est vrai, je me dis souvent ça aussi, dans le fond, pourquoi pas acheter 3 jeux plutôt qu'un avec des extensions, mais en même temps, j'aurais parfois tendance à penser le contraire, c'est-à-dire que pourquoi acheter 3 jeux auxquels tu vas jouer que 2 fois, quand il y a un jeu génial que tu aimes énormément, dans lequel tu vas investir du temps, et dans lequel tu vas avoir envie de tester des extensions, en fait. Ça revient toujours exactement. On revient toujours à cette notion d'investissement. C'est devenu mon mot-clé depuis que on en a parlé, toi et moi. Mais je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire que Trickerion, j'ai vraiment envie d'investir du temps dedans parce que je trouve ce jeu excellent. Et pour le coup, je suis très content d'avoir les extensions et j'ai vraiment hâte de les tester, en l'occurrence avec toi et David, quoi. Bon, là, depuis le début de ce podcast, on est déjà à 3 jeux qu'il faut qu'on teste la prochaine fois. Donc, autant te dire qu'on est mal barré. Une chance qu'on a fini le dilemme d'or. Oui. Mais je pense que, moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est cool d'avoir des extensions pour des jeux qu'on adore. Puis justement, si tu regardes mon top 5, c'est des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Et moi, j'ai ça, mais il y a aussi le fait, moi, j'achète assez souvent des extensions pour des tout petits jeux qui, au final, vont juste rajouter plus. Mais j'aurais beaucoup de peine, exemple, à acheter des extensions pour un gros jeu que j'ai pas beaucoup le temps de jouer. Tu sais, je regardais, je faisais juste le tour de ma ludothèque vite. Je vois Nemesis, ce gros jeu-là, qu'on a joué ensemble, qu'on a bien aimé, que je pense, si déjà j'arrive à le ressortir, le jeu de base, je vais être content. Je verrai pas pourquoi j'irai investir dans plein d'extensions, qui, je suis sûr, sont assez cool, hein. Mais je dis juste, si c'est pas un jeu que tu sais, que t'as un groupe, toi, qui est fan, c'est compliqué d'aller s'investir dans toutes ces extensions-là, et puis. Mais malgré tout, tu peux te faire facilement avoir, encore une fois, notamment sur Kickstarter. Tu vois, je suis en train de penser là, je vous ai parlé la semaine dernière de mon envie de la semaine qui était The Great Wall, qui va ressortir de Awaken Realms, et puis du coup, par curiosité, je suis allé regarder la première campagne qu'ils avaient faite sur Kickstarter pour voir un peu justement qu'est-ce qu'ils avaient sorti, et je m'étais dit, je ne prendrai que le jeu de base, je ne prendrai que le jeu de base, je ne prendrai que le jeu de base, et en fait, dans les 3 extensions qu'ils ont sorties, il y en a une, c'est des énormes canons pour faire jouer de la poudre. Il y en a une, c'est des monstres fantastiques pour faire un peu genre fantasy dans le truc. Et puis la 3e, pour le coup, me faisait pas rêver. Mais déjà, ces 2-là, je les trouve juste géniales. Dans Lord of Ragnarok... Tu dis, tant qu'en acheter 2, je vais les acheter les 3. Mais c'est ça, finalement, le all-in vaudra la peine. Lord of Ragnarok, pareil, je vous en avais parlé. C'est aussi un Awaken Realms, je crois. C'est la remouture de Lord of Hellas. J'ai pris le jeu de base, le Play Manager a pas encore commencé. Je sais pertinemment, alors que c'est très bête, alors que je ne devrais pas le faire, mais ils sortent une extension avec des géants que je trouve sublime. Les figurines sont magnifiques et je sais que celle-là je vais la prendre, mais je ne sais pas si je vais la jouer, tu vois, au final. Donc, j'ai l'impression que le thème de cet épisode, c'est on a tout plein d'idées sur comment on devrait pas acheter d'extensions, mais on donne plein d'exemples sur des extensions qu'on achète. Oui, c'est sûr. C'est tout à fait vrai. J'ai honte. C'est quoi? Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un peu comme quand David critique les Kickstarter et te dit après qu'il a 40 campagnes en cours. Ça, c'est mon meilleur moment du premier épisode sur les Kickstarter. Franchement, ça aurait été quand même assez drôle de l'avoir aussi pour cet épisode-ci, parce que je suis sûr qu'il aurait été comme nous à dire ouais, ça sert à rien les extensions, puis je suis sûr qu'il y en a plus que nous deux. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Juste pour clore le sujet, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une extension est essentielle? Écoute, moi, en termes de ressenti, j'aurais envie de dire que une extension, elle est essentielle quand j'ai envie de la sortir et quand je joue au jeu de base.
je vais peut-être refaire ma phrase parce qu'elle est merdique, mais en gros vous aurez compris que ce que je veux dire c'est que elle est essentielle quand j'ai plus envie de jouer au jeu de base sans cette extension. Et dans mon top 5, je pense que j'ai respecté ça, c'est vraiment, sauf pour une, où j'ai autant envie de jouer au jeu de base qu'à l'extension, mais sinon pour les 4 autres, c'est devenu vraiment, tu vois, voilà, j'ai pas envie de jouer au jeu de base sans l'extension, et puis là je pense que ça devient indispensable. Après, normalement, quand un jeu est bon, l'extension n'est jamais indispensable derrière. Mais bon, non, c'est clair. Ça, c'est un peu Sébastien qui dit ça. Tu vois, il a ce truc de dire, il faut passer du temps à sortir un bon jeu. Et puis en fait, si tu sors un bon jeu, l'extension derrière, théoriquement, il y en a pas forcément besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on voit souvent passer sur Facebook ou dans les différents groupes de jeux, on voit des gens poser la question quelle extension est un must ou demander est-ce que cette extension c'est un must. Puis c'est vrai que des fois j'ai de la peine à répondre à cette question-là parce que ça dépend à quel point. Tu sais, je veux dire, si t'es vraiment fan de ce jeu-là, c'est sûr que l'extension c'est un must, à moins qu'elle soit nulle, hein. Mais je veux dire, si c'est une bonne extension, ça fait plus de la chose que t'aimes, donc c'est sûr que c'est cool. Tu sais, moi c'est comme à chaque fois, moi j'ai des gros débats avec ma femme parce que elle déteste tous les films Marvel. Elle comprend pas pourquoi les gens regardent ça. Puis moi, j'adore ça. Puis elle me dit tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre film de super-héros? Non, mais s'il en sortirait à chaque jour, j'irais toutes les regarder. Je compatis de tout cœur. Tu vois, je comprends les gens qui disent, mais pourquoi est-ce que je voudrais acheter cette extension-là? Mais c'est vrai que, donc moi je te rejoins parce que pour le top 5, moi j'ai vraiment pris des jeux que je ne rejouerai plus sans cette extension-là, tu vois. Ouais. C'est à peu près vrai aussi pour moi. Alors, c'est bon. Mais en parlant de ce top 5, attaquons-le. Let's go! Donc, pour le troisième et dernier segment, on va vous parler de notre top 5. Juste pour la petite anecdote, on s'est dit... On a hésité à faire le top 5 sur les extensions, encore une fois parce qu'on n'est pas des grands spécialistes. Et puis j'ai demandé à Benji, j'ai dit est-ce que tu as une idée pour un autre style de thématique qu'on pourrait utiliser? Et puis lui a dit pourquoi est-ce qu'on lancerait pas la question à notre magnifique Discord? Et puis eux, sans savoir qu'on allait faire un épisode sur les extensions, on a posé dans le groupe est-ce que vous avez des idées pour un top 5? Puis d'un coup, il y a tout le monde qui a commencé à dire mais ça serait cool un top 5 extension. Donc on était en phase a priori avec les Joutus. Ouais, donc voilà, on vous donne notre top 5. Encore une fois, gros disclaimer, il y a beaucoup de jeux. Puis je vais attendre à la fin de nos deux top 5 parce que je me suis dit peut-être que toi tu vas en mettre certains, mais moi je vais en balancer plein des jeux que j'ai lu sur plein de forums. Ça c'est les meilleures extensions, mais il y en a plein que je les ai juste pas joués. Donc voilà, sachez que c'est nos goûts personnels et puis notre expérience ludique. Allez avec ton top 5. C'est moi qui commence. Numéro 5, Benji, vas-y. Alors mon numéro 5, c'est une extension pour le jeu Small World et c'est l'extension Small World Realms. Royaume. Toi qui aimes tellement ce mot. Ouais, punaise, c'est fou, c'est quand même la troisième fois que tu sors ce mot. Awaken Realms, Star Realms, et puis... Plus je le dis, plus je trouve que je le dis mal, en fait. C'est effrayant, mais... Donc, Awaken Small World Realms. Small World, c'est un de mes tout premiers jeux testés avec des copains, d'ailleurs, notamment avec la bande de copains avec qui je vais passer le week-end, là, donc Alban, Olivier et Thomas, on en a fait pas mal, avec Xavier aussi. Et puis, pour le coup, c'est vraiment l'exemple que je te donnais au tout début de ce podcast, c'est que on en a fait beaucoup, et puis pour le coup, on avait envie d'en faire d'autres avec des extensions. Donc on en a acheté pas mal. Donc on a acheté les extensions avec les nouveaux peuples, qui là, c'est exactement ce que tu disais, ça ne fait que rajouter des choses, du matériel supplémentaire, mais pas de nouvelles règles. On a joué au Underground, qui pour le coup change le plateau de base en étant donc plutôt sous la terre. On a joué au, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Tunnels, où en gros vous pouvez jouer avec le plateau externe, enfin le plateau normal et le plateau Underground, et puis vous pouvez rejoindre des zones entre ces deux plateaux. Et puis on a joué au Realms, et puis pour le coup Realms, je pense que c'est celle que j'ai préférée, parce qu'en fait c'est un plateau modulable et vous avez des scénarios. Et donc les scénarios vous proposent de mettre les plateaux d'une certaine manière et amènent des nouvelles règles à chaque scénario. Et puis ça, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment sympa parce que les parties ne ressemblaient pas à celles qu'on avait l'habitude de faire. Ça amenait vraiment un renouveau dans la partie de Small World. Je pense que ça fait 10 ans que j'en ai pas fait une partie au final de Small World, parce que depuis on a joué à beaucoup d'autres choses ensemble. Mais c'est une extension, je l'ai ressortie il y a pas longtemps. C'est pas vrai, ça fait pas 10 ans, parce que j'ai sorti une avec mon fils, avec Ellie, où on a fait un Small World.
Et puis j'espère vraiment qu'il va prendre son pied parce que j'aimerais bien justement pouvoir aller un peu plus loin et puis lui sortir cette extension-là en l'occurrence, Ouais. Small World Realms, les royaumes de Small World. Top. Moi, mon numéro 5, c'est... En fait, mes 4 premiers, j'étais assez fier, assez content. Le 5e, j'avais un peu de peine. Je vais pas redire une connerie comme la semaine dernière. Mais j'ai un vrai choix. C'est pas promener ton chien avec ton chat. Non, Ok. c'est pas promener mon chien avec mon chat qui a une laisse. C'est Flamme Rouge Pelleton. Ouais, oui. Puis c'est en fait, je crois que c'est la seule extension. Je sais qu'il y a aussi une mini extension pour la météo et tout. Mais bref, puis la seule raison que je le mets là, c'est que il y a plein de petits modules qui ont rajouté dans cette extension-ci de Flamme Rouge, mais surtout ce que moi j'aime de cette extension, c'est qu'elle nous rajoute 2 joueurs. Puis souvent, quand des extensions rajoutent des joueurs, des fois ça rallonge les parties ou ça défait un peu le flow de la partie, mais clairement, moi je préfère jouer à Flamme Rouge à 6 joueurs, donc j'aime bien jouer à ça en petit moyen groupe, donc j'étais très content d'avoir simplement des joueurs en plus, avec des cartes en plus, donc ça, j'étais très content de l'avoir. Est-ce que c'est une extension qui est essentielle? Non, surtout pas si vous jouez à 4 joueurs. Mais moi, je l'ai mis là parce que j'étais très content de voir que je pouvais rajouter des joueurs dans ma partie de Flamme Rouge. Et puis c'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis parce que mon autre choix pour mon 5e position, je suis sûr que tu l'as dans ton top 5, donc je l'ai pas mis. Puis j'espère que tu vas l'avoir mis. Ah, suspense. Bon, Flamme Rouge, toujours pas testé pour ma part, donc là aussi, un des jeux qui est mais sur ça, notre liste. c'est vraiment un petit jeu super simple, Ouais, je sais, tu l'as souvent dit, qui passe cadeau, Ouais, tu sais. ouais. Justement, un petit jeu que tu pourrais faire en 2 anachronies, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, 4 pour toi. Alors, mon numéro 4, il fallait bien que j'en mette une, c'est une des extensions de Terraforming Mars. Ok. Je les ai pas toutes faites, pour le coup, loin de là d'ailleurs, je les ai pas toutes, mais j'en ai acheté, je pense 3, je dois avoir Turmoil, Colony, et puis celle dont je vais vous parler, je dois avoir Venus Next, et puis celle dont je vais vous parler, qui est Prélude. Parce que pour le coup, il y a rien d'original dans ce que je vais vous raconter, mais Prélude, je pense que vraiment, elle ajoute un truc vraiment sympa à Terraforming Mars. Elle te fait démarrer en fait un peu plus vite, un peu plus fort, et avec un peu plus de matos que le Terraforming Mars initial. Et c'est vrai qu'une fois que t'as joué avec Prélude, je trouve que c'est difficile de jouer sans, parce que le démarrage est un peu mou, quoi, tu vois, sans Prélude. Exact. Donc maintenant, pour le coup, un bon exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, je ne jouerai plus à Terraforming Mars sans Prélude, où mon expérience de Terraforming Mars sans Prélude est moins bonne que celle avec Prélude. Donc c'est clairement une extension que j'aime beaucoup. J'ai très hâte de jouer Turmoil, la toute dernière extension, mais voilà, pour le moment, comme on en parle souvent, Terraforming Mars, on parle beaucoup de ce jeu, mais finalement on y joue pas tant que ça, nous, dans notre groupe de joueurs, probablement pas assez malheureusement. Il faudrait peut-être qu'on investisse 2-3 soirées là-dessus, mais comme vous l'entendez à chaque fois, il y a tellement de jeux sur lesquels investir du temps que celle-là finalement ne sort pas. Mais ça, c'en est un que j'ai dit je vais attendre à la fin, parce que je savais pas si t'allais le mettre. Mais oui, Prélude, quand tu cherches les extensions les plus essentielles, les must, il y a souvent Prélude qu'on nous dit. Et puis d'ailleurs, quand on a discuté avec les recettes ludiques, qui bien sûr ont mis... C'est ça, vu qu'eux ils l'ont mis en premier, ils ont aussi dit il faut absolument jouer avec Prélude. Donc ça, c'en était un que... Encore une fois, moi je l'ai pas testé, donc il est pas dans mon top 5, mais je savais qu'il fallait en parler. Par ailleurs, je l'ai jamais dit, mais je serais ravi de faire un top 5 espace un jour. J'étais un peu triste que vous le fassiez sans moi, du coup. Ça c'était le deuxième choix, donc parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me souvient plus c'est qui dans notre Discord qui a suggéré ça, mais il a dit ça pourrait être intéressant qu'on te laisse faire toi un top 5 espace et puis que moi je fasse mon top 5 nature. Mais le problème c'est qu'il faut qu'on fasse un épisode entier parce que moi j'ai besoin d'un top 30 espace et toi t'as besoin d'un top 30 nature. Ouais, je préfère un top 5 plantes. Comme ça réduit l'écart. Mon numéro 4, moi, c'est Charlatan de Belcacel, donc l'extension Les Sorcières sans mêle. C'est la seule que j'ai testée, j'ai pas testé Les Alchimistes, mais je vais un peu rejoindre ce que j'ai dit avec Flamme Rouge. Moi, je trouve que Charlatan, il se joue aussi bien à 5 qu'à 4, donc on nous rajoute ce 5e joueur, je suis très content. Donc ça me permet de pouvoir y jouer avec plus de gens, mais
contrairement à Flamme Rouge, celui-ci, j'ai vraiment pu aussi tester ce qu'on nous rajoute dans cette extension-là. Donc, les sorcières qui vont te donner des petites habiletés en plus. Ça, c'en est un. Maintenant, je vois pas pourquoi je jouerais sans l'extension sorcière, parce que c'est pas non plus, ça te complexifie pas le jeu x 1000. Donc, même si j'enseigne ce jeu, je le montre à quelqu'un, j'aurais aucun problème à mettre l'extension sorcière dedans. Si vous avez joué à Sorcière et Alchimiste et puis que vous me dites, mais en plus, ça prend vraiment Alchimiste, je serais très intéressé parce que pour le moment, j'ai l'impression d'être correct avec mon charlatan, mais c'est vrai que quand je vois cette big box charlatan, je me dis, ben, il y a peut-être un intérêt à les avoir les trois ensemble. Donc voilà. Ça, c'était pour mon numéro 4. Ça roule, j'ai rien à dire puisque moi j'ai joué que au charlatan, j'ai jamais joué l'extension. Je dois dire que même si j'ai beaucoup aimé le jeu de base, je suis pas particulièrement attiré par le tenter avec une extension. Ouais, clairement. Je resterai raisonnable là-dessus, je pense. c'est correct de l'être de temps en temps. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive pas souvent, donc... Ton numéro 3? Mon numéro 3, bah c'est, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une des extensions de Seven Wonders. Est-ce que tu devineras laquelle? Je pense que c'est Leaders. Exactement, ouais, je crois que je l'avais déjà dit, ouais. Non, mais c'est aussi une que j'arrêtais pas de voir partout sur des forums. Ouais, alors c'est intéressant parce que essentiel. Ces derniers temps, j'ai entendu d'autres extensions considérées comme essentielles pour Seven Wonders, notamment des gens défendent Cities, qui moi est pas du tout ma favorite, sans être mauvaise, mais qui est pas ma favorite. Et puis notamment beaucoup de gens parlent de Armada, mais celle-là je l'ai toujours pas testée, donc... Sinon, je pense que je les ai toutes testées, les extensions de Seven Wonders. Babel, j'ai pas accroché. Les Jardins Suspendus, j'ai trouvé ça... enfin, je sais plus, les projets là extraordinaires, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, ça rajoute quelque chose que je trouvais pas forcément indispensable. Cities, je la trouve très sympa, et très honnêtement, en fait, je joue toujours avec. Mais clairement, celle dont je ne voudrais pas me passer, et dont j'ai toujours du mal à me passer quand je la joue, et souvent quand je présente Seven Wonders, bon, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais quand je présente Seven Wonders, je la présente... J'essaye de mettre Leaders quand même, parce que vraiment je la trouve excellente. Je prends beaucoup de plaisir à jouer celle-ci. Je trouve le principe sympa en fait d'avoir des personnages célèbres dans ton jeu. Et puis j'aime bien cette phase que ça rajoute. C'est vraiment c'est vraiment ma préférée de toutes. Je l'ai assez rapidement intégrée dans les parties que j'ai faites, donc j'ai beaucoup joué avec, et j'aurais du mal aujourd'hui à jouer sans. Seven Wonders, Antoine Bozard, Repoprod, Oui, Repoprod. J'ai eu un petit moment de doute. Donc plus besoin de le présenter. J'avoue que j'ai de plus en plus envie de tester la Armada, que j'ai jamais joué encore. Ouais, on en entend tellement de bien. Déjà même avec les minisodes, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. C'est clair, donc, mais moi, je l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai toujours testé aucune extension de Seven Wonders, le jeu de base, à part Babel, ce qui est un peu triste parce qu'apparemment c'est la pire. Mais c'est ça. C'est vrai que moi ça m'avait un peu refroidi, donc je m'étais dit j'ai pas besoin. Mais c'est vrai que toi tu m'as souvent parlé de Leaders, et j'ai aussi vu souvent sur internet aujourd'hui en faisant mes recherches, il y a beaucoup de gens qui disaient Leaders c'est essentiel. Moi j'enchaîne avec c'est super synchro parce que moi c'est Seven Wonders Duel. Ah oui. Et puis donc j'ai mis les deux extensions. Ah, ok. J'ai mis les deux. J'ai un peu fait mon David. Je mets les deux. Parce que moi, j'ai une préférence pour comment ça s'appelle? Agora, bien sûr. Mais je sais que, en fait, la raison pourquoi je mets les deux, parce que moi, je me dis, vous pouvez en avoir une ou l'autre, mais ça en prendrait une parce que éventuellement, puis là, c'est pour ça que je le diffère un peu de mes autres choix, parce que je le mettrais pas d'office dans une partie de Seven Wonders Duel. Si je le montre à quelqu'un, je ferais aucun problème, juste le jeu de base. Mais une fois que vous savez comment jouer, c'est vrai que les extensions vous permettent de briser ce cycle d'un peu coincer quelqu'un à être obligé de prendre une carte que toi, tu peux un peu forcer quelqu'un à prendre une carte. Mais avec les extensions, on vous permet de, soit par les cartes de corruption ou soit par les cartes de Dieu, d'aller faire des actions qui nécessitent pas de tourner une carte sur le milieu du jeu. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vraiment rend le jeu beaucoup plus stratégique, et puis qui va enlever peut-être une stratégie que quelqu'un gagne tout le temps, et puis que tu peux un peu rajouter du chaos dans le jeu que t'aurais pas avec le jeu de base. Donc voilà, moi j'ai une préférence pour Agora, mais les deux, je trouve que c'est des... Si vous êtes fan de Seven Wonders Duel, je pense que ça vous prend une des extensions. Et puis voilà. Je trouve que tu la vends extrêmement bien, Mathieu. Je trouve que c'est très juste de dire ce que tu dis sur le fait de ne pas se retrouver piégé forcément sur une carte et de pouvoir aller chercher quelque chose ailleurs. Et puis c'est vrai que ça, pour le coup, c'est l'exemple de, je trouve, et puis ça va faire une bonne transition avec mon numéro 2, mais c'est une bonne nouvelle mécanique qui est mise en place et qui permet finalement de changer un des twists du jeu que je trouve vraiment pas mal. Je sais pas si vous entendez mes filles qui pleurent derrière. Si c'est le cas, je vous rassure, c'est juste l'heure du bain et elles sont pas contentes. Il n'y a pas de maltraitance chez nous, donc merci de ne pas appeler les services sociaux.
Ah, c'est quand même assez drôle. Moi, on entend mon chien japper, Oui. puis toi, on entend les Les enfants enfants pleurer. On n'a pas la même vie, hein. Non, effectivement, mais tu vois qu'il y a des ressemblances quand même. Ouais, c'est ça. Mon numéro 2, Ton numéro 2. ça me fait toujours plaisir d'en parler, j'essaye de le caser au moins une fois par épisode, donc c'est bien sûr Anachronie, et c'est Anachronie Fractures of Time, qui est donc la dernière extension qui est sortie, et puis franchement, j'étais obligé de le mettre, la question c'était de savoir si je le mettais en 2 ou en 1, parce que là, pour le coup, c'est exactement ce que je viens de vous dire, vous savez que j'adore le jeu de base Anachronie, je le trouve excellent comme ça, l'extension, elle rajoute un truc, elle change un truc en fait, qui est fondamental, c'est que dans Anachronie, une fois que vous avez posé votre ouvrier, il bouge plus, il est là, et puis vous pouvez plus le reprendre, et dans Fractures of Time, vous utilisez une ressource supplémentaire pour faire clignoter votre ouvrier, et quand vous le faites clignoter, bah, vous pouvez réutiliser un exosquelette pour le mettre ailleurs. Et ça, ça change complètement l'organisation du jeu. Et la première fois que j'y ai joué, je me suis d'abord retrouvé en me disant, merde, j'ai perdu tous mes repères, et en fait, au fur et à mesure, je me disais, mais tu fais quasiment un autre jeu, en fait, parce que tu réfléchis complètement autrement à quel endroit tu vas le mettre en premier, dans l'idée de le faire clignoter. Si tu veux le faire clignoter, il faut quand même que tu ailles chercher d'autres ressources, mais ces autres ressources, elles sont rentables parce que justement, tu vas faire clignoter, parce qu'il y a parfois certaines extensions, notamment sur des placements d'ouvriers, où tu ne fais que rajouter des nouvelles actions, qui finalement complexifient un peu le tout, sans être vraiment intéressantes parce que t'as pas plus d'ouvriers. Donc tu vas devoir t'as moins de choix par rapport à tout ce que tu as à faire. Anachronie trouve un très bon moyen de te donner de nouvelles actions à faire, en augmentant ton nombre de choix, mais en t'obligeant quand même à être un peu stratégique si tu veux faire ces autres choix. Et franchement, on a fait pour le moment 2 parties avec un copain, mais mon Dieu, on s'est régalé. Ouais. J'ai pas testé les autres modules d'extension qu'il y a dans Anachronie pour le moment, donc un de ces 4, je vais le faire, mais clairement, aucun d'entre eux ne m'attire plus que Fractures of Time, et je vous le recommande. Si vous aimez Anachronie, Fractures of Time, c'est un must absolu. Ben, moi, j'ai joué qu'une fois à Anachronie. Puis moi, à cause de toi, j'ai tout acheté, puis j'ai jamais rejoué. Et il faut qu'on en fasse. Tu m'as même fait acheter les figurines, je les ai ramenées du Canada. Mais on ne peut juste pas pour jouer toi. à Anachronie sans les figurines. Moi, mon numéro 2, c'est Parks Nightfall. Donc, c'est la seule extension pour le moment de Parks, parce que maintenant, ils en ont annoncé récemment une deuxième extension qui va sortir, que j'ai pas du tout regardé qu'est-ce que ça va rajouter, mais la raison pourquoi je le mets en numéro 2, c'est pas nécessairement parce que c'est mon extension préférée, mais c'est de loin le jeu, tu le disais avant, exemple avec Leaders, tu jouerais plus à Seven Wonders sans Leaders. Moi, limite, je refuse de jouer à Parks sans Nightfall. Je l'ai souvent dit, je trouve que ça corrige le seul problème que j'avais avec Parks déjà de base. Donc pour moi, jouer à Parks, si vous aimez Parks, alors achetez clairement Nightfall, parce que limite, c'est presque pas positif de dire ça, mais ça aurait dû être, tous ces éléments-là auraient sûrement dû être dans le jeu de base, mais voilà, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez savoir vraiment de ce que je parle, c'est surtout au niveau des cartes Annie, qui je trouve qui sont horribles dans le jeu de base. Nightfall corrige ça, puis en plus vous rajoute des cartes qui vont vous donner moins de points, mais vont vous donner des actions directes, ce qui change vraiment la donne. Donc, Parks, c'est un jeu que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, mais si j'y rejoue, c'est clairement avec l'extension Nightfall. Ouais, alors pour moi je suis toujours un petit peu critique de ça, parce que c'est vrai que faire une extension pour corriger un jeu qui est du coup pas excellent à la base, c'est un peu dommage finalement, mais bon. C'est clair. On a déjà eu mais cet c'est pour échange. Ça que je dis, c'est ça, mais moi dans ma tête je me disais, il faut juger que l'extension, puis l'extension elle rajoute vraiment du bien dans le jeu. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est plus une critique contre le jeu de base qu'une critique contre l'extension. Ouais, tout à fait, ouais. Exact. Donc ton grand numéro 1. Mon numéro 1. Qu'est-ce qui aurait pu détrôner Anachronie? Est-ce qu'on va avoir le même? En fait, il a détrôné Anachronie parce que pour le coup, je pense que le jeu de base est bon, mais clairement, il est tellement excellent avec l'extension. Donc, c'est Viticulture. On en a déjà parlé à plusieurs épisodes. Viticulture Toscane, donc l'extension Toscane. Là, je suis en train de faire sur BGA contre les frères Kessler un jeu une partie de viticulture sans l'extension. Mais mon Dieu, je trouve que c'est vraiment c'est pas pareil. Ah non, il manque des choses quoi. L'extension est vraiment excellente. Elle a rajouté beaucoup de cohérence au jeu, je trouve, beaucoup de je dirais pas de complexité, mais bien sûr, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus d'actions à faire, mais en fait, toutes ces actions, elles sont tellement logiques que t'as presque l'impression quand tu joues au jeu de base qu'il manque quelque chose au jeu de base. Donc bon, on pourrait penser que je viens de faire la même critique à Parks, mais contrairement à Parks, pour le coup, je trouve quand même que Viticulture est un bon jeu, hein, donc je trouve que voilà, si vous voulez un bon placement d'ouvriers, bah c'était le number 1 des placements d'ouvriers dans nos top 5, je crois, récemment. C'est un bon jeu, mais l'extension Toscane,
elle est indispensable si vous aimez ce jeu parce que vraiment, elle le rend beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus fun. Donc Toscany, l'extension pour viticulture chez Stone Meyer. Exact. Moi, en fait, je l'ai pas mis dans ma liste. C'est celui-là que je disais Okay. que je l'ai pas mis parce que j'étais sûr que tu allais en parler que, pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai vraiment beaucoup de peine à savoir qu'est-ce qui fait partie de l'extension puis qu'est-ce qui fait pas partie de l'extension. Parce que moi, en fait, j'ai connu le jeu, je pense, avec l'extension vu que j'avais les Essential Edition. Donc ça veut dire que j'avais déjà le plateau avec les 4 saisons et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai joué à ma première partie sur BGA, je me suis aussi dit la même chose. J'étais comme, mais il est où ce truc-là? Il est où ce truc-là? Donc je l'ai un peu su par après, mais je l'ai pas mis aussi parce que j'ai jamais joué avec les bâtiments à côté, tu sais. Tu peux avoir les bâtiments que tu rajoutes. Donc ça, je l'ai pas rajouté. Donc il y a quelques petits trucs que j'ai pas encore exploré. Mais ça, pour moi, c'est une extension de l'extension. C'est-à-dire que t'es pas obligé de jouer avec les bâtiments quand tu joues à l'extension Toscany. Pour moi, l'extension Toscany, c'est les 4 saisons au lieu des 2, en fait. Ça, c'est indispensable. Et puis les ouvriers aussi, là, les ouvriers différents, ou même ça, tu le considères pas? Si, ça, pour le coup, ça, je le joue à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment, de rajouter un ouvrier spécial, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, c'est l'influence sur la carte de l'Italie. Alors ça, très honnêtement, c'est une mécanique que je trouve pas palpitante, mais c'est la seule chose que je critique un peu. Et ensuite, l'extension avec les différents bâtiments, ça, je l'ai joué 1 ou 2 fois, mais voilà, peut-être que c'est moins indispensable que juste les 4 saisons qui, pour le coup, sont vraiment géniales. Mon numéro 1, c'est un jeu, aussi encore une fois, un jeu que je rejoue, pas que je rejouerai plus au jeu de base, mais en tout cas, depuis que j'ai l'extension, je suis jamais retourné au jeu de base. C'est It's a Wonderful World, donc Corruption et Ascension. Donc la première extension qui est pas une campagne, en fait, la seule extension qui est pas une campagne, franchement, ça complexifie pas vraiment le jeu. C'est juste que t'as des contrats des fois qui sont plus difficiles, t'as des cartes qui sont peut-être un peu plus compliquées à comprendre. Mais je pense qu'après 2-3 parties d'It's a Wonderful World, on peut y rajouter ces cartes-là. Et puis moi, avec ma femme, vous savez que c'est un de nos jeux préférés. On y a joué énormément à It's a Wonderful World. Et puis depuis que j'ai cette extension-là, on n'est pas retourné au jeu de base. J'ai joué beaucoup en ligne sur Game Park à It's a Wonderful World. Et puis récemment, ça fait peut-être 2-3 mois, ils ont rajouté l'extension Corruption et Ascension. Puis c'est vrai que c'est tellement plus agréable d'avoir ces différentes cartes-là, avec des doubles mandats, de dire, exemple, vous allez faire 10 points pour chaque carte jaune et bleue. Donc ça veut dire qu'il faut faire une collection de ces 2 types de cartes-là. D'avoir des cartes qui valent 25-30 points, mais ça prend énormément de cubes à mettre dessus. Ça te donne des différentes pistes à explorer dans le jeu. Donc moi, c'est une extension que j'adore. Ok, j'ai pas grand chose à dire, je suis assez d'accord avec toi, je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante, et puis les extensions d'It's a Wonderful World, de manière générale, je les trouve vraiment bien faites, et elles apportent un vrai plus et un vrai renouveau au jeu, donc je te rejoins. Mais c'est vrai que... Mais tu vois, moi, je me dis, extension, les campagnes, je considère ça comme un truc à part, tu sais. C'est pour ça que j'ai pas mis les deux autres. Ok. Pour moi, l'extension, c'est un truc que tu peux ajouter, tu peux jouer avec n'importe quel groupe, tu vois. C'est pas comme une campagne. Parce que sinon, on aurait pu aussi parler de Fenris, tu vois. Oui, j'entends. J'ai lu un peu certains qui considéraient que c'était une extension, d'autres qui le considéraient pas. Fenris? Ouais. Ouais, maintenant qu'on a fini notre liste, c'est ça, je voulais aborder parce qu'il y a 2-3 jeux qu'on n'a pas parlé, que quand on parle de jeux qui ont des excellentes extensions, on nous parle souvent de Scythe. Et puis on se parle aussi, moi j'ai vu presque une page entière de gens qui débattaient à quel point c'était une des meilleures extensions. C'est les 2 extensions de Spirit Island, que j'ai d'ailleurs. Ouais. Donc Branch and Claw et Jagged Earth. Donc, je sais pas comment ça se parle en français, mais les deux, moi je les ai les deux. J'ai fait une partie de Branch and Claw avec ma femme, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au jeu de base, puis on était un peu perdus. Mais je pense que pour les gens qui sont vraiment, vraiment fans de Spirit Island, en fait, vous pouvez jouer à ce jeu-là à vie avec toutes ces extensions-là, tellement que ça rajoute du matériel et de la complexité et tout. Donc, c'est drôle qu'il n'est pas dans mon top 5, alors que Spirit Island, c'est un de mes jeux préférés, mais c'est vraiment parce que j'ai pas pu l'explorer encore. Donc, sachez que si vous êtes des grands fans de Spirit Island et puis que vous vous demandez est-ce que les extensions, ça vaut la peine, y a tout le monde qui serait d'accord que oui. Il semble que oui. Toi, est-ce que dans tes petites recherches, t'as vu des jeux, des extensions qui ont été nommées souvent, ou? Non, c'est celle qu'on a dite, clairement. Celle que moi j'ai vue le plus souvent, c'est Viticulture, et puis Viticulture est sorti souvent aussi. Très clairement, et non, j'ai pas vu d'autres que ce que tu viens de dire. Ouais, donc c'est vrai que Terraforming Mars, on le voyait souvent et tout, donc c'est des jeux que, heureusement toi t'en as parlé, mais c'est vrai que moi je me sentais mal de pas pouvoir parler de Terraforming Mars. On dirait que ça manque à ma culture de jeu.
Mais ça, toi, tu le disais juste avant, hein, on a tellement de jeux à rajouter sur la pile, mais ça, Bah oui. oui. Je me dis, j'aimerais bien. Et puis j'ai Sans faire une petite info, je viens de recevoir un mail pour me dire que mon Ark Nova a été envoyé. Donc ça va être un jeu à... Ark Nova. Ouais, il va falloir aussi le mettre sur la pile. D'ici à ce qu'on y joue, on aurait sûrement l'extension Ark Nova, C'est possible. un zoo en feu, tu sais. Parc naturel. Exact. Avant qu'on se quitte, est-ce que t'as un petit jeu qui te fait de l'œil cette semaine? Écoute, oui, et puis j'ai même trouvé non seulement un petit jeu qui me fait de l'œil, mais c'est en fait une extension qui me fait de l'œil, comme ça on reste dans le thème. En fait, tu vas dans le thème. c'est On Mars Alien Invasion. Donc c'est une extension pour On Mars, donc de Vital Lacerda. Vous savez que c'est un de mes Lacerda préférés, c'est probablement un de ceux que j'ai le plus joué, d'ailleurs y compris avec toi. Et il y a maintenant, écoute, elle commence à tarder un peu, hein, je pensais qu'elle arriverait beaucoup plus vite que ça. Il s'est lancé dans une extension Alien Invasion, où vous allez justement avoir des aliens et vous allez devoir interagir avec eux. Donc c'est très sympa parce que c'est la partie très fantastique qui manquait finalement à On Mars, qui était très sérieuse. Ouais. Et en l'occurrence, donc je l'ai kickstarté il y a plusieurs mois de ça, je pense, et elle devrait arriver dans les prochains moments. J'ai quelques réticences parce que malgré tout, elle se joue en solo, c'est pour ça que je l'ai prise, mais à plusieurs, elle se joue en un contre tous. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue les aliens et l'autre qui joue les autres qui jouent les gens sur Mars. Et puis ça, c'est pas forcément une configuration que j'aime particulièrement, donc je l'ai surtout pris pour le tester en solo, mais j'ai tellement aimé On Mars qu'il fallait bien que je prenne l'extension, même si je ne vais jamais la jouer. Écoute, moi, si on s'était coordonné, j'aurais peut-être pu aussi prendre un jeu qui me fait de l'œil qui était une extension, mais étant donné qu'on se parle jamais, nous deux, je vais improviser. On passe jamais de moments ensemble. Non, moi je vais vous parler d'un jeu. Donc moi, contrairement à toi, Benji, j'ai fait un Kickstarter cette année. C'est que Earth que j'ai parlé avec David. C'est le seul que j'ai fait pour l'instant. Mais un que j'ai vraiment hésité longtemps, puis je suis encore en train d'hésiter, c'est un jeu qui s'appelle Oak. Donc oui. O-A-K. Ouais. C'est un jeu qui a Chez un peu Game la même formule Brewer. que chez... je sais pas si c'est Game Brewer. Ah oui, Game Brewer. Game Brewer, ouais. Donc c'est un jeu de Wim Goossens et donc qui est illustré par Maciek Janik. Donc encore une fois des noms qu'on massacre bien comme il faut. C'est un jeu qui utilise un peu la même formule. Il est sur GameFound en ce moment. Il utilise un peu la même formule que par exemple la boîte de jeu avec It's a Wonderful World. C'est que en fait il y a pas 12 000 extensions qui viennent avec le jeu quand vous le backez. Il y a la version de boutique et la version de luxe. Ouais. Contrairement à It's a Wonderful World, c'est quand même presque le double du prix. Moi, j'ai pas fait la campagne de It's a Wonderful World, mais je sais que, par exemple, avec It's a Wonderful Kingdom, c'était pas une grosse différence de prix. Donc, c'était très attrayant. Là, on est quand même sur du 100 balles pour la version de luxe, mais on a vraiment tout qui est déluxifié. On a toutes les ressources qui sont vraiment plus jolies. Mais c'est un jeu qui m'a vraiment intéressé par la direction artistique. Donc, c'est un jeu où on est... des druides. Des druides, ouais. Et puis, les petits meeples, si vous avez une chance d'aller regarder, parce que c'est ça qui me tente, moi. Les petits meeples, on va leur donner, dépendamment de qu'est-ce que vous choisissez, par exemple, de dire, lui, ça va être plus un magicien ou quoi que ce soit, ils vont avoir des accessoires qui seront différents qu'on va mettre sur les meeples. Puis franchement, ça a un bon coup d'œil. Et puis donc, c'est pour ça que je le mets dans mes jeux qui me font de l'œil, parce que, comme je l'ai dit, j'en ai parlé un peu dans le groupe Discord, il me fait de l'œil ce jeu-là, mais j'ai pas trop regardé comment ça se joue et tout. Puis je pense que je vais quand même attendre la version boutique, puis ça va être amplement assez. Mais si vous avez backé ce jeu-là, peut-être essayer de me convaincre, ou peut-être le contraire, ou de te faire dire résister. Pourquoi je devrais pas. Mais voilà. Donc Oak, qui est mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine. Ça roule. On vous lance aussi la question de cette semaine qui est, pour vous, c'est quoi l'extension qui est la plus essentielle, donc le must dans les extensions? Puis bien sûr, dites-nous pourquoi. Donc vous pouvez nous écrire ça sur notre page Facebook, dans les commentaires de la vidéo YouTube, ou bien sûr en m'envoyant un email à jouton@gmail.com, donc JOUTON@gmail.com. Et puis écoute, je vais te laisser aller aider ta femme à s'occuper des enfants parce que tu commences à faire un peu le père indigne. Oui, donc, tout à fait, je te remercie. J'entends que ça pleure plus, alors bon, on va voir si... Je sais pas s'ils sont encore vivants au moment où je vais aller dans la salle de bain. Donc c'est tout pour nous cette semaine. Benji va aller s'occuper de ses enfants, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu?